Dans Créavite Podcast, je m'appelle Awa, une amoureuse de la création. Sac dans le dos, trépied à la main. Vous êtes prêts? Car je vous embarque avec moi en balade, à la rencontre d'êtres formidables. Ciao. Des passionnés de la vie et de création qui osent. Salut Awa. Qui expérimentent. Hola, ¿qué tal? Hi there. Qui rit. Et qui rit beaucoup. Et parfois qui se trompe également. Je tiens à les remercier infiniment pour ces moments magnifiques passés ensemble à co-créer ces interviews. Ouais, trop bien. J'espère que ces moments passés avec nous vous ont plu. Au plaisir de vous revoir bientôt. Mais avant cela, belle écoute. Hello Ophélie, bienvenue. J'ai rencontré Ophélie lors d'une masterclass que tu as animée à la Nativa sur le marketing digital et les huiles essentielles. À l'époque, j'étais dans une phase où j'apprenais vraiment à sortir de ma zone de confort. Et d'ailleurs, c'était très inconfortable. Et tu m'avais parlé d'une huile essentielle qui s'appelle Adaptive et qui m'avait beaucoup aidée. Donc, par la suite, tu as organisé un autre atelier de présentation des huiles essentielles où j'ai appris énormément de choses, notamment sur les différentes manières de soulager certains désagréments du quotidien, comme les maux de tête ou le rhume, dont tu nous parleras peut-être si tu veux bien. Peut-être, on verra. Tu m'as également beaucoup aidé et conseillé sur les réseaux sociaux et le podcast, puisque tu en animes un aussi. Et je voulais te remercier aussi pour ta disponibilité, la qualité de ton accompagnement et ta bienveillance et d'avoir accepté cette interview. Et je trouve personnellement que tu as une très bonne manière d'aller et d'accompagner les gens. Donc ça, je tenais à te le dire. Merci beaucoup. Donc je te laisse te présenter si tu veux bien. Tout d'abord, un grand merci à Awa de m'avoir invité à cette interview. Normalement, je suis plutôt à ta place. Donc, c'est moi qui interviewe les personnes pour le publier sur mon podcast. Donc, très bon exercice aussi pour moi de passer de l'autre côté du micro. Et sinon, je m'appelle Ophélie Cadoret. J'ai 2 casquettes. Une en marketing digital. Donc, ça, c'est vraiment mon parcours académique et professionnel. J'ai effectué un master en management à HEC Lausanne et je me suis spécialisée par la suite en marketing digital et j'ai travaillé au sein de multinationales en marketing digital. Il y a eu Covid et j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer à mon compte et lancer mon premier business Digitalia avec l'ABCD du marketing digital. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait la dimension bien-être et j'ai donc voulu m'inspirer de mon histoire pour créer un deuxième business d'Hotelia, l'ABCD du bien-être, afin de réconcilier business et bien-être, notamment en entreprise, en collaboration avec des professionnels du bien-être. Tu nous as parlé de ton activité principale, mais en quoi consiste, si tu devais expliquer le marketing digital pour quelqu'un comme moi où c'est pas vraiment du tout mon monde, quoi. Alors, historiquement, c'est vrai qu'on avait 2 disciplines, la communication et le marketing. La communication était plutôt les métiers rattachés à la direction. Donc, c'était les personnes en fait qui accompagnaient les directeurs dans différentes activités de communication en public, qui rédigeaient par exemple aussi les discours, les rattachés de presse, tout ce qu'on envoyait en fait à la presse, qui préparait aussi les discours pour la communication interne auprès des employés et autres. Donc c'était vraiment des postes très stratégiques. Et à l'inverse, on avait les postes en marketing qui étaient plutôt des postes rattachés aux activités publicité à la télé, organisation d'événements en interne, en externe, donc pour les clients ou pour les collaborateurs. Donc c'était 2 dimensions très différentes. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus obligées de collaborer ensemble, plus qu'avant, je dirais, dans le sens où on parle de marcom aujourd'hui, donc marketing, communication. Okay. Et souvent, les chargés de communication font aussi du marketing digital. Donc,
En fait, aujourd'hui, la communication est beaucoup digitale. On l'observe notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, au travers de publicités, podcasts ou autres. Et donc, si je devais expliquer simplement le marketing digital, personnellement, j'ai décidé de le faire en fait au travers de l'ABCD du marketing digital. A, analytics, donc c'est plutôt la dimension analyse de données. Et souvent, en fait, c'est une dimension cachée. Les gens pensent que voilà, le marketing digital, c'est juste publier des petits posts sur Facebook, mais il y a une très très grosse dimension analytique. On va par exemple analyser le trafic sur un site internet, on va analyser le retour sur investissement des campagnes payantes sur les réseaux sociaux, on va analyser aussi le taux de clic, par exemple à la suite du lancement d'une page d'atterrissage en ligne ou autre. Après B, branding, donc tout ce qui est image de marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité d'inscrire leur marque dans le bilan de leur société. Et donc on voit aussi que grâce à une marque puissante, on peut vendre à un prix plus élevé. Aujourd'hui, on se rend compte que le personal branding, donc plus l'identité de marque, joue un très grand rôle, d'où en fait aussi l'explosion du marketing d'influence, marketing de réseau et autres. Donc c'est travailler sa marque personnelle pour être aussi plus impactant. Après le C, communication. Donc ça peut être la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être la communication au travers d'un blog, sur un site internet, la communication au travers d'un podcast, d'une newsletter et autres. Mais voilà, comment connecter avec sa communauté, ses internautes, et délivrer la bonne information au bon moment, à la bonne personne. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'automatisation, de tracking, pour savoir en fait à qui s'adresser à quel moment. Et D, design thinking. Alors ça, c'est plutôt une méthodologie que j'ai apprise lors de l'une de mes expériences professionnelles, que j'utilise pour définir la stratégie marketing de mes clients. Donc en gros, j'ai pas le droit de parler de méthodologie parce que justement le design thinking n'est pas une méthodologie, mais on va dire que c'est un outil utilisé pour résoudre des problèmes et que je trouve très puissant aussi dans la définition stratégique. Donc voilà, pour moi, le marketing digital aujourd'hui, c'est pluridisciplinaire. Donc en fait, on parle souvent du marketing digital au singulier, mais en réalité, il y a des centaines de métiers en marketing digital. Ça se complexifie de plus en plus. On aura par exemple un web développeur, mais c'est différent d'un web designer, et puis ce sera différent d'un UX designer, ce sera différent d'un designer graphiste, ce sera différent d'un illustrateur, etc., etc. Donc c'est vrai que je peux comprendre que pour les gens externes, on s'y perd un peu. C'est clair. Moi, j'ai du mal. Là, j'apprends parce que c'est super intéressant, mais c'est un monde. En plus, ça devient vraiment un monde qui grandit très vite. Et c'est vrai que beaucoup d'étudiants qui étudient le marketing digital aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le métier que vous apprenez aujourd'hui, en fait, n'existera plus certainement dans 5 ans. Et celui que vous exercerez dans 5 ans n'existe certainement pas aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est aussi, je pense que pour le marketing digital, il faut vraiment avoir la volonté d'apprendre. Alors, bien évidemment, dans tous les métiers, un médecin doit apprendre toute sa vie, un avocat doit apprendre toute sa vie. Mais le marketing digital, ça va à une allure qui est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que tous les 3 mois, notre métier peut changer radicalement. Wow. Et je pense notamment au changement de GA4, quand il y a eu la grosse mise à jour de Google par rapport au tracking de données. Je pense notamment à l'introduction de la nouvelle loi sur la protection des données, qui a vraiment bouleversé notre métier. Je pense aussi à l'intelligence artificielle qui a fait repenser vraiment tous nos process. Donc voilà, je n'ai même pas parlé de la mise à jour des algorithmes sur les réseaux sociaux. Là, Instagram a fait une drastique mise à jour, notamment en passant au réel de 90 secondes à 3 minutes. Donc ça, c'est une très grosse mise à jour, par exemple. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, mais s'adapter très rapidement. Oui. Parce que le train passe et il s'arrête qu'une fois. Hein. Après c'est fini, il revient pas. On le rate. Wow, intéressant. Et pourquoi le marketing digital? Quand as-tu envie d'en faire ton métier? Alors en fait, j'ai rencontré une amie de ma sœur à l'âge de 17 ans. Et elle travaillait à l'époque en marketing traditionnel, donc marketing produit, elle organisait des événements, c'est elle qui s'occupait de mettre en valeur les produits notamment qu'on trouve à l'aéroport ou à la COP ou autre. Enfin voilà, c'était vraiment de
l'étalage, entre guillemets, mais en même temps avec beaucoup d'analyse de marché pour comprendre en fait ce qui plaisait à la clientèle, comment il fallait adapter les nouveaux produits, comment effectuer un nouveau lancement de produit. Donc il n'y avait pas du tout la dimension digitale à l'époque. Et ça m'a beaucoup plu parce que à l'époque, j'étais passionnée de maths, de langues étrangères et d'art. Et en fait, pour moi, le marketing, c'était un moyen de combiner les trois. D'où, en fait, aussi, ces trois dimensions, en fait, on les retrouve dans l'ABCD du marketing digital. A, analytics, donc voilà, ma passion pour les maths. B, branding, ma passion pour l'art. Et C, communication, ma passion pour les langues étrangères. Et je trouvais que ça faisait partie des rares métiers qui parvenaient à combiner les trois. Après, voilà, j'ai pas eu la possibilité à 17 ans d'explorer tous les métiers non plus, donc il fallait faire un choix. Mais en tout cas, ça me parlait à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de faire HEC. Est-ce que c'était la meilleure option pour faire du marketing digital ? Pas du tout. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'étudier le marketing. Et dans un budget restreint, parce que voilà, je n'avais pas les moyens de me payer des écoles privées. Donc, du coup, j'ai choisi cette option-là. Et par la suite, donc quand j'ai fait mon master là, le marketing digital commençait vraiment à exploser en Suisse. Bien évidemment, aux États-Unis, c'était déjà le cas depuis plus de 5 ans. Et quand j'ai terminé mon master, j'ai eu la possibilité de faire une autre formation en marketing digital. Et là, on a vraiment vu l'explosion en Suisse, en fait, où il commençait vraiment à avoir de plus en plus de postes. Donc je vous parle de ça il y a 7 ans, en tout cas. Et après, il y a eu Covid. Et à la suite de Covid, il y a eu aussi une explosion, je pense, des demandes de mandats en agence et aussi d'emploi. Mais là, par contre, on voit que c'est un petit peu en train de se calmer. Donc, bon, voilà. Ok. Mais ouais, j'ai l'impression, enfin, c'est quelque chose, c'est un métier que j'ai vraiment entendu parler, mais après le Covid, moi. Oui, ok, ouais. Mais c'est vrai qu'avant Covid, c'était très difficile, parce que moi, j'étais beaucoup dans une logique où il fallait que j'explique mon métier. Même en interne, hein, je vais beaucoup en fait parler du marketing digital et souvent en fait le marketing était associé à un centre de coûts. Donc en fait les gens pensaient qu'on organisait des événements, donc on dépensait de l'argent, mais on savait pas trop comment le récupérer cet argent entre guillemets. Tandis qu'avec le marketing digital, maintenant on est un centre de revenus, c'est-à-dire qu'en fait on fait partie presque de l'équipe vente. On génère des revenus en ligne, on fait des ventes en ligne. Ça a un impact sur les ventes et d'ailleurs moi j'ai accompagné des clients qui ont coupé leur budget marketing. Il y en a un qui a fait faillite en 9 mois. Wow. Donc c'est pour dire en fait l'impact que peut avoir le marketing digital sur un métier. Et parfois j'ai des clients qui me disent mais moi j'ai jamais fait de marketing digital de ma vie et pourtant je vis très bien. Et ben ces types de clients finalement finissent par revenir vers moi pour me dire en fait on fait comment pour activer une stratégie en marketing digital. Parce que par exemple, j'ai eu le cas d'un client qui avait 200 élèves par an en moyenne avant Covid. Après Covid, il a de la peine à remplir une classe de 10 élèves. Ouais. Et il a un peu raté le coche. C'est vrai. Donc voilà, c'est pour dire que le marketing digital, soit vraiment va générer des ventes supplémentaires, soit va être votre seul moyen de générer des revenus. Donc après, ça dépend de votre stratégie. Mais dans tous les cas, il amplifie, selon moi, le bouche à oreille. Ouais. Donc si on parle de vous et que vous n'avez pas de site internet, on va par exemple parler de vous à 10 personnes. Sur les 10 personnes, il y a peut-être 7 personnes qui vont vouloir vous trouver en ligne sur Google ou sur Instagram et ne vont pas vous trouver. C'est potentiellement 7 personnes que vous perdez comme clients. Oui, vu comme ça, oui. Donc, c'est hyper important. Alors, as-tu d'autres activités en parallèle ou des centres d'intérêt ? Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai mon autre activité d'Hôtelia, donc l'ABCD du bien-être, avec cette fois A pour aroma, où j'ai commencé à effectuer une reconversion en tant qu'aromathérapeute, donc un très très gros virage. B pour balance, donc c'est tout ce qui est équilibre de vie privée, vie professionnelle. Je pense que c'est un très gros sujet qui touche en particulier aussi la génération YZ. C'est coaching, donc moi je faisais partie des personnes qui pensaient qu'être coaché
Ça ne servait à rien. J'avais une assez mauvaise vision de certains coachs. Et finalement, j'ai été coachée. Donc ça fait, je pense, plus d'1 an que je suis coachée. Et j'ai vraiment vu la différence. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. C'est parfois très désagréable. Mais quand c'est désagréable, c'est qu'on touche aussi à quelque chose de vrai. C'est clair. Et des diététiques, parce que voilà, je pense qu'on le dira jamais assez, mais tout commence par l'assiette. Donc que ce soit le bonheur, le bien-être, la performance, la réalisation de ses rêves, voilà, je pense qu'au final, tout commence par l'assiette. Et donc l'idée, c'était de réconcilier business et bien-être en entreprise. Et pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, cette idée est venue de 2 constats. Le premier, en entreprise, on observe de plus en plus de burn-out, de plus en plus de dépression, de plus en plus aussi de désengagement au travail. On observe aussi de plus en plus de démissions. Le taux de turnover augmente, même dans les multinationales qui avaient des années d'ancienneté qui étaient énormes, hein, des gens qui restaient 30 ans dans l'entreprise, et aujourd'hui ils se rendent compte que ce chiffre diminue, et ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi, parce qu'ils donnent de très bons salaires, ils offrent de très bonnes conditions de travail, ils ont le meilleur équipement IT, ils ont aussi la possibilité de changer de métier tous les 5 ans, et en fait ils ne comprennent pas pourquoi les gens partent. Donc voilà, ça, c'était un peu le premier constat. Et d'ailleurs, je fais partie de ce mouvement de Great Resignation, où... oui, je crois que c'est Great Resignation. Alors, compte pas sur moi pour mon anglais parce qu'il est bancal. Il est totalement... Mais en ouais. gros, c'est un peu ce mouvement de personnes qui ont décidé de démissionner pendant Covid. Parce que grosse remise en question de vie. Et puis j'en faisais partie, clairement. Moi, je travaillais dans une grosse multinationale qui offre de très bons salaires, des très bonnes conditions, l'assurance payée, carte de crédit proposée à l'employé, voyage tout compris offert dans les 4 coins du monde, des possibilités d'évolution. Enfin, en soi, sur le papier, tout le monde m'a dit « T'es folle, pourquoi tu pars ?» Et voilà, et en fait ça s'explique pas. Je pense que parfois on se dit qu'on a une autre mission de vie, parfois on se rend compte qu'on est enfermé dans une case et que ça ne nous correspond pas, parfois on se sent utilisé comme un numéro, comme un pion, et on se rend compte en fait qu'on n'a pas d'impact, qu'on passe peut-être nos journées à faire des PowerPoint, à remplir des fichiers Excel, et on se dit mais en fait à quoi bon, à quoi ça sert, à quoi je sers. Puis c'est sans parler aussi des problèmes de mobbing en entreprise, de harcèlement, aussi de la différence salariale entre hommes-femmes, enfin bref, plein d'autres problématiques. Mon Dieu. Pour ne faire court. Et l'autre constat, c'est que j'observais beaucoup de professionnels du bien-être qui rêvaient de vivre de leur profession. Et en fait, il faut savoir que c'est très difficile de vivre du bien-être, à proprement dit, surtout si vous vivez en Suisse, pour plein de raisons. Hein. Déjà, il y a énormément de charges. Il y a les charges sociales, mais en même temps, il faut investir pour sa retraite, donc le 3A, le 3B, la LPP. Alors, elle n'est pas obligatoire, la LPP, mais quand même, il faut y songer, surtout si vous vous lancez jeune. Et puis il y a aussi toute la problématique de la PGM qui coûte quand même assez cher, même l'assurance aussi, l'assurance maladie, l'assurance accident qu'il faut rajouter. Donc au final, quand on calcule, on peut être soumis à 30 à 50% de charges sur son chiffre d'affaires généré, et il faut bien évidemment ajouter les frais de loyer, les frais de nourriture, les frais de voiture si vous en avez une, et tous ces frais-là sont... en fait, ils explosent à Genève. En tout cas, je parle de Genève, mais si vous êtes à Zurich, c'est la même réalité. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut penser à tout ça. Et donc, l'idée, c'est que je me suis dit, autant, en fait, mettre en relation les deux. Donc, proposer aux professionnels du bien-être d'être mis en valeur pour pouvoir, en fait, plus facilement intégrer les entreprises, et proposer aux entreprises d'avoir... pas forcément débloquer un budget en plus pour le bien-être de leurs employés, mais de juste repenser leur budget. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, quand je travaillais dans une de ces multinationales, j'avais un budget de 20 000 francs pour organiser un événement, ce qu'on appelle team meeting, enfin team building, donc avec les partenaires et les clients. Et en fait, il fallait organiser un cocktail making. Donc en gros, l'idée, c'était que chaque équipe devait créer son propre cocktail, bien évidemment à base d'alcool,
Et après, ils devaient pitcher pour montrer que leur cocktail était le meilleur. Et en fait, c'était tout un exercice marketing pour expliquer aux gens que, en fait, pour le produit qu'ils ont à vendre dans le cadre de leurs activités, c'est le même exercice. Oui. Il faut que ce soit beau, il faut comprendre quelle est la USP, donc la proposition unique de valeur, comment le positionner, à qui on s'adresse, quel est le lien entre les couleurs et à qui on s'adresse, quel est le storytelling, donc l'histoire derrière, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que vous pouvez en fait avoir ce même budget, organiser le même type de team building, mais sans promouvoir l'alcool au travail. Oui. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'il y a une très grosse problématique de l'alcool au travail. Moi, je vois les entreprises qui ont un budget illimité pour l'alcool, donc je pense notamment aux soirées de boîte de fin d'année, et au final, on se rend compte que l'alcool est plus un problème qu'autre chose. Donc de nouveau, je parlais des problèmes de mobbing et d'harcèlement. En fait, l'alcool amplifie ce problème. Je dis pas qu'il le crée, mais je dis juste qu'il l'amplifie et il permet juste d'enfoncer des portes ouvertes. Et le problème d'alcoolisme, moi je connais des gens que j'ai connus au début d'une expérience professionnelle qui ne buvaient pas d'alcool, et quand je les revois aujourd'hui, ils sont devenus alcooliques. Wow. Mais parce que l'entreprise en fait incite à la consommation à l'alcool. Ça je savais pas par contre. Et moi en tout cas c'est un problème que j'ai vu dans plusieurs entreprises. Et en fait aujourd'hui l'alcoolisme, je me souviens plus des chiffres en Suisse, mais ça devient une propension énorme. En fait, on parle du cancer, mais en réalité, il y a presque plus de maladies causées par l'alcool que par le cancer. Enfin, donc voilà, c'est aussi en fait inviter les entreprises à repenser la façon dont elles ont d'utiliser leur budget et de proposer en fait plus d'initiatives pour le bien-être de leurs employés qui aura un impact sur leur productivité, qui permettra de réduire le taux d'absentéisme, qui permettra de potentiellement aussi de les réengager. Donc un employé réengagé, c'est un employé aussi plus performant, qui atteint ses objectifs, qui reste plus longtemps dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Ok. Qu'est-ce que doTERRA ? Alors c'est vrai que pour la partie A, donc dans l'ABCD du bien-être, A de aroma, donc aromathérapie, huile essentielle, j'ai décidé de m'associer au laboratoire doTERRA. Donc doTERRA à la base c'est une entreprise basée aux États-Unis, mais ils sont obligés de collaborer en fait avec plusieurs populations dans le monde entier pour pouvoir produire des huiles essentielles de manière locale. Donc c'est extrêmement important en fait de consommer des huiles essentielles qui ont été produites dans leur lieu d'origine. Pourquoi ? Parce que c'est là où en fait le biotope est respecté. Pourquoi le biotope est important ? Parce qu'en fait l'huile essentielle c'est en quelque sorte l'ADN on va dire d'une plante, et pour que cette ADN soit vraiment le plus qualitatif possible, il faut vraiment qu'elle puisse grandir dans ses conditions à elle. Donc sans pesticides, avec la bonne luminosité, la bonne le bon taux d'humidité aussi. Donc doTERRA, c'est une entreprise spécialisée dans la production d'huile essentielle, mais pas que, aussi d'autres produits à bien-être naturel, notamment en micronutrition. Et il propose aussi un label CPTG qui permet en fait d'avoir des huiles essentielles qui sont les plus testées au monde, enfin parmi les plus testées au monde, qui sont 100% pures, qui ont un très haut taux vibratoire. Donc pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique ou qui sont sensibles à ça, vous pourrez le tester par vous-même à l'aide d'un produit et de l'échelle de Bovis, donc si ça vous intéresse. Et donc, je trouve que c'est une marque qui est particulièrement intéressante pour les professionnels du bien-être s'ils souhaitent l'intégrer dans leur pratique, parce que vu qu'on est sur du haut de gamme, on fait face à beaucoup moins de risques que si on utilisait notamment les huiles essentielles achetées en grande surface. Je ne vais pas nommer, mais ça peut être extrêmement grave parce qu'on a des huiles essentielles qui sont diluées, parfois avec de l'alcool. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pourrez me contacter et je peux vous donner le nom d'une marque qui dilue ses huiles essentielles avec de l'alcool. Et en fait, il faut soulever l'étiquette pour voir derrière alcool. Eau et alcool, ce sont les deux premiers ingrédients. Et en fait, ils ont utilisé les principes du marketing pour tromper le consommateur. Donc en fait, le packaging fait penser à une huile essentielle. Dessus, ils écrivent oil, mais pas essential oil. Donc en fait, on a l'impression qu'on achète une huile essentielle, mais c'est pas une huile essentielle en fait. Et c'est un des leaders mondiaux
dans la vente de cosmétiques pour notamment les produits du visage dans le monde. Enfin, quand même, ils ont un très grand impact dans le monde. Et en fait, on ne s'en rend même pas compte. Moi, pendant des années, j'ai acheté ces huiles essentielles pensant qu'elles étaient pures. Et en fait, c'est en rejoignant doTERRA que je me suis rendu compte que j'avais faux sur toute la ligne. Et j'ai remis en question beaucoup de choses. Aussi, les huiles essentielles qu'on peut trouver en pharmacie. Je vous assure, faites un blind test. Achetez une huile essentielle en pharmacie, notamment de menthe poivrée, et achetez l'huile essentielle doTERRA de menthe poivrée. Faites un blind test, tentez les deux avec les yeux fermés et vous sentirez vraiment la différence. Et pour les autres huiles essentielles, comme je disais avant, vous pouvez calculer le taux vibratoire et vous vous rendrez compte. C'est notamment le cas avec l'huile essentielle de rose, où on se rend compte qu'il y a vraiment un impact significatif. Et si vous utilisez la rose pour des soins énergétiques, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, on le retrouve souvent, je vous invite à vraiment travailler avec entre autres doTERRA, qui est vraiment le leader mondial dans ce domaine et qui offre une très grande qualité. Et comment les huiles essentielles sont-elles apparues dans ta vie au point que tu veuilles les intégrer dans ton travail ? Alors à la base, les huiles essentielles sont apparues dans ma vie il y a 10 ans au travers de ma maman qui m'avait offert des huiles essentielles. Et en fait, à ce moment-là, je savais que les huiles essentielles étaient extrêmement puissantes, mais dans ma tête, elles étaient tellement puissantes qu'elles étaient dangereuses. Donc du coup, je pensais que par exemple, si on utilisait les huiles essentielles pures sur la peau, on pouvait se brûler la peau. Ce qui, mis à part ça, peut être vrai pour certaines huiles essentielles, notamment les agrumes, qu'il ne faut surtout pas appliquer sur la peau et s'exposer au soleil par la suite. C'est aussi le cas de certaines huiles essentielles qui sont considérées comme plus irritantes, comme la menthe poivrée dont je parlais avant. Donc oui, il y a une part de vérité, mais après il y a des huiles essentielles qu'on peut appliquer directement sur la peau, comme la lavande. Si par exemple vous avez une piqûre de moustique, vous pouvez directement appliquer l'huile essentielle de lavande. Si vous avez un coup de soleil, vous pouvez ajouter 1 ou 2 gouttes dans votre crème pour le corps. Et en fait c'est un puissant après-soleil qui est beaucoup moins cher, pas dilué avec de l'eau, parce que la plupart des après-solaires en fait c'est de l'eau que vous achetez. Donc cher pour pas grand-chose. Et donc voilà, j'avais cette vision-là, dangereuse des huiles essentielles, et je me suis retrouvée avec plusieurs huiles essentielles que je n'osais pas utiliser, parce que je ne savais pas comment les utiliser. Et ça, c'est un peu la problématique qu'on retrouve aujourd'hui. On peut acheter des huiles essentielles partout, notamment en pharmacie, mais on n'est pas accompagné sur leur utilisation. Parfois, on a un laborantin ou un pharmacien qui va faire un mélange et qui va expliquer, voilà, telle huile essentielle, tant de jours, tant de gouttes, etc., etc. Vous allez être guidé sur une utilisation spécifique, mais pas forcément sur toute la gamme d'huiles essentielles. Et en fait, un peu par hasard, sur Instagram, une personne m'a contactée parce qu'elle voulait que j'aide sa communauté à mieux utiliser les réseaux sociaux. Okay. Mais ça, je vous parle de ça il y a 1 an. Donc en fait, 9 ans après ma première découverte de doTERRA et des huiles essentielles. Et du coup, je me suis dit, ok, pas de souci. On a fait un live Instagram, j'ai partagé quelques astuces sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne utilisait les huiles essentielles, notamment doTERRA, dans sa pratique professionnelle. Et je me suis dit, c'est intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi, je pensais que les huiles essentielles, c'était surtout à titre personnel, chez soi, pour nettoyer, quand on a le rhume, enfin voilà, des choses comme ça. Et elle m'a dit, non, mais en fait, doTERRA accompagne les professionnels du bien-être à intégrer les huiles essentielles dans leur pratique. Et du coup, j'étais, ok, hyper intéressant. Moi, en l'occurrence, je travaillais en marketing digital, donc dans ma pratique, ça n'avait pas trop de sens. Mais je lui ai dit, par contre, ça m'intéresse pour ma vie personnelle, en fait. Donc du coup, j'ai rejoint doTERRA, j'ai eu accès à une formation en ligne. Ça m'a permis de comprendre les contre-indications, le taux vibratoire de chaque huile, comment les utiliser, comment les diluer, etc., etc. Et après, je me suis dit, mais ça peut être hyper intéressant pour ma sœur qui est esthéticienne. Je me suis dit, pour elle, ça a vraiment énormément de sens, parce que utiliser les huiles essentielles, notamment dans la beauté, c'est extrêmement puissant. Je pense notamment à la rose, évidemment, à l'encens, à l'arbre à thé aussi, si on a plutôt une peau avec des boutons ou des points noirs, etc., etc. Et en fait, à la base, j'ai rejoint doTERRA en tant que conseillère bien-être, mais pour ma sœur, en fait, pour l'accompagner dans le développement de son activité, etc. Et en fait, ça n'a pas parlé à ma sœur, qui était plus intéressée par la médecine esthétique, en fait, donc plus l'utilisation des lasers
ou des injections ou autres. Donc en fait, finalement, ça n'a pas marché avec ma sœur. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de créer doTERRA. Et je me suis dit, en fait, moi, j'aime trop les huiles essentielles, j'aime trop doTERRA. J'ai envie d'en faire quelque chose, j'ai envie d'aider les gens à gagner en mieux-être. Et donc, voilà, je me suis dit, autant essayer d'impacter les entreprises où je vois que ça va pas, les gens sont extrêmement stressés. Et donc, clairement, il y a des solutions pour ça et je vais collaborer avec des professionnels du bien-être pour amplifier cet impact, en fait. C'est super intéressant. Tu sais, moi, je connaissais pas du tout. Et j'ai toujours entendu, j'ai eu des personnes qui m'avaient dit c'est dangereux, les huiles essentielles. Du coup, je m'en suis toujours méfiée. Jusqu'au jour où tu m'en as parlé et j'ai testé et ça marche, hein, franchement. Je confirme. C'est vrai que ça marche parce que, en fait, l'olfaction est l'un des sens les plus puissants. Il faut savoir que, par exemple, quand on dit qu'on se souvient de la cuisine de notre grand-mère, en réalité, on se souvient plus de l'odeur que de son goût. Pourquoi ? Parce que le goût a une durée de vie, a une mémoire de 5 ans, alors que l'odeur a une mémoire de 10 ans, voire plus, on parle même de jusqu'à 30 ans. Donc c'est pour dire la puissance de l'olfaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous sentez une odeur, que ce soit une huile essentielle ou autre, ça met 30 secondes à arriver au cerveau limbique. Donc en fait, en 30 secondes, on peut avoir un impact sur les émotions, même sur certains traumas. Par exemple, les personnes qui ont fait un choc émotionnel suite à un drame, ça peut être un accident, un viol ou autre, souvent en fait, elles vont ne pas se souvenir consciemment du trauma qu'elles ont vécu, mais par contre, inconsciemment, on se souvient toujours de ce qui nous est arrivé. Et en fait, une odeur peut déclencher le souvenir qui revient, mais comme un boomerang en tête. Donc c'est pour ça que l'olfaction est très puissante, mais elle est tellement puissante qu'il faut être bien accompagné, donc de professionnels du bien-être. Et c'est pour ça que nous, on recommande une formation en ligne pour connaître les bases. Typiquement, ne pas vous mettre de l'huile essentielle de citron sur le visage. C'est mieux pas. Vous pouvez finir avec des brûlures, donc c'est dangereux. Ou par exemple, il y a des gens aussi, ils mettent de l'origan. Ils appliquent de l'origan pur sur la peau. Non, ne faites pas ça. C'est ultra dermocaustique, donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous gratter au point de vous brûler la peau. Oui, ça peut être dangereux. Donc il y a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser en interne, qu'on ne peut pas consommer en interne. D'autres qui sont très puissantes en interne, comme Copaiba, qui est la plante cousine de la marijuana, très utilisée pour le lâcher prise. Vous pouvez mettre une goutte sublinguale avant de dormir. Et c'est très puissant pour avoir un sommeil très profond. Ok. Non. Ça tombe bien, je l'ai. En fait, je ne suis pas une très bonne élève. Du coup, je ne suis pas tout ce qu'on me dit. Mais en fait, je l'ai maintenant. Je ne savais pas trop comment m'en servir la dernière fois. Je n'osais pas te demander parce que tu m'avais donné. On est là pour là. En fait, en tant que conseiller bien-être, représentant de doTERRA, on est vraiment là pour ça. Donc on a un groupe WhatsApp, vous pouvez poser toutes vos questions, on est plus de 80 personnes à répondre aux questions, avec des kinésiologues, des naturopathes, des doulas, des sages-femmes, donc voilà, il y a tout un corps professionnel. Et puis il y a la formation en ligne aussi, on a une quantité de tutoriels, de replays, de documents qu'on met à disposition qui permettent aussi de répondre aux questions, de savoir comment utiliser, parce que c'est vrai qu'au début, c'est difficile de se souvenir quelle huile essentielle, pour quelle utilisation, comment, pourquoi, à quel moment de la journée. C'est vrai que Copaiba, on ne le recommande pas le matin. Ok. Parce que vraiment, ça a tendance à... C'est un peu l'effet d'un joint. Ah, ok. Donc après, on réagit chacun à sa façon. Mais c'est vrai que, personnellement, moi, je ne fume pas. Quand je fais Copaiba, je dors. Donc je sais que Copaiba, c'est vraiment 1 minute avant de dormir sur ma table de nuit. Maintenant, je sais. Je vais faire attention. Et le menthe poivré, à l'inverse, c'est un excitant. Donc c'est vrai que, par exemple, nous, on a une crème qu'on utilise en fait pour les douleurs musculaires et articulaires, qui est très puissante, mais il y a de la menthe poivrée et de la Golteri dedans. Ne pas utiliser le soir avant de dormir. Donc on va plutôt l'utiliser avant le sport ou après le sport, le matin, avant une marche ou autre, mais pas le soir. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai fait la maline, j'ai voulu tester avant de dormir, j'ai fait une insomnie. Wow. J'ai vraiment pas réussi à dormir pendant 2 heures au milieu de la nuit. Donc c'est vraiment puissant.
Quand on vous présente les contre-indications, respectez-les. C'est bon à savoir. Comment se déroulent tes différents processus de création, que ce soit dans le marketing, l'accompagnement avec doTERRA? Alors déjà, pour moi, je pense que la création arrive quand on a de l'espace mental. Je pense que quand on est trop stressé, quand on court après le temps, la créativité n'a pas sa place, malheureusement. On va avoir beaucoup de peine à être créatif si on a des deadlines à peu près toutes les 30 minutes, si on enchaîne les calls, si on doit penser à son travail, à ses enfants, à sa grand-mère, etc., etc. Enfin, au bout d'un moment. Donc pour moi, déjà, la créativité, il faut se donner un cadre, un espace pour pouvoir la laisser arriver. Oui. Donc, cette créativité, par exemple, elle peut venir aussi la nuit, au travers de rêves ou autres. Et c'est vrai que les huiles essentielles, pour ça, elles permettent vraiment de sombrer dans un sommeil profond. Et donc, ça va favoriser aussi, par exemple, la créativité qui va émerger intuitivement pendant la nuit. Je pense aussi que la créativité est rattachée à un équilibre de vie. Donc, si votre corps va mal, la créativité va avoir de la peine à s'exprimer, selon moi, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'ABCD du bien-être, parce que pour moi, c'est une forme d'équilibre de vie qui commence par l'assiette. Il faut aussi accepter de recevoir l'aide des autres, donc notamment au travers du coaching. Coaching, pas forcément d'un coach, mais d'autres professionnels. Avoir un certain équilibre de vie, privée et vie professionnelle. Et personnellement, je trouve que l'aroma peut aussi être un tremplin pour la créativité. Je pense notamment à Passion, donc, qui a une synergie en fait, que j'aime beaucoup et qui permet de raviver la flamme. Et que j'aime beaucoup aussi utiliser pour booster la créativité. Je pense aussi qu'il faut savoir être ouvert au monde et aux autres. Donc c'est vrai que les voyages, on ne le dira jamais assez, mais ça permet de booster la créativité. Souvent quand on part en voyage, on voit les choses sous un autre angle, on fait des rencontres, on a des discussions qui nous bouleversent. Donc voilà, clairement, on ne le dira jamais assez. Je pense aussi que ça passe par du me time, et non, ce n'est pas égoïste de penser à soi-même. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. La personne la plus importante dans votre vie, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants, c'est vous-même en fait. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'être bien vous-même, vous n'êtes pas en mesure d'éduquer vos enfants, vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre mari, vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre métier. Donc voilà, déjà ça passe par soi-même. Et ce me time, c'est à vous de décider comment vous le pratiquez. Donc ça peut être au travers de l'art, je sais que tu peins beaucoup. Oui. Ça peut être au travers du sport. Moi, par exemple, je cours beaucoup et c'est vraiment mon me time, et je ne veux pas faire partie de groupes de course. Parce que pour moi, la course à pied, c'est mon moment où je suis dans la forêt, avec ma musique, ou mon podcast, ou ma méditation, et je veux écouter, je veux être avec moi-même. Donc ça peut être aussi des retraites de silence, enfin bref, je pense qu'on a quand même la possibilité d'avoir accès à beaucoup de choses. La créativité, c'est aussi savoir prendre le temps, et ça, c'est un peu la grosse problématique de notre société, on court après le temps. Métro, boulot, dodo, on a de plus en plus d'objectifs quantitatifs parce qu'on vit dans une ère de la quantification. On quantifie nos exercices physiques, nos activités sportives, on quantifie la réussite de nos enfants, on quantifie nos exploits professionnels, on quantifie notre nourriture au travers du calcul de calories, on quantifie nos jours de vacances, on quantifie tout. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on prend même plus le temps de juste se dire, en fait, c'est dimanche, j'ai rien à faire et c'est ok. C'est pas évident, c'est pas très facile. Ah mais moi la première, je remplis mon agenda. Quand je dois regarder mon agenda chaque soir et chaque matin pour me souvenir de tout ce que j'ai à faire et tous les rendez-vous que j'ai à faire. Et en fait, c'est pas bien. Et du coup, personnellement, je me suis bloquée dans mon agenda en ligne tous les vendredis. Ok. Que j'ai appelé Samoin. Parce que je me laisse la possibilité d'aller à la montagne pour skier, pour nager dans le lac, pour faire des randonnées. Et est-ce que j'ai la possibilité tous les vendredis de prendre congé pour prendre soin de moi ? Pas du tout.
Pas du tout, ça c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Les jours de congé, c'est compliqué de se les accorder, mais il faut savoir se les accorder. Mais par contre, je me donne cette possibilité-là et ça permet de réduire la charge mentale et puis de me donner la possibilité d'être créative aussi. Et aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que la créativité est un muscle. Souvent, j'entends les gens me dire « Ah, moi, je suis pas du tout créatif, c'est pas du tout ma force ». Et en fait, il faut savoir que ça s'entraîne au même titre qu'on s'entraîne pour une compétition sportive, au même titre qu'on s'entraîne pour chanter, au même titre qu'on s'entraîne pour gagner en productivité ou autre. On peut aussi s'entraîner pour booster sa créativité. Et si ça vous intéresse, il y a des livres à ce sujet. Creative Confidence, c'est un livre que j'ai bien aimé, mais qui donne en fait des exercices pour aider à booster sa créativité. Il me semble, tu m'en as déjà parlé et j'ai un doute sur, je crois que Othman m'en a parlé aussi l'autre jour. Ah, bah voilà. Ouais. Donc Ouais, je verrai bien, mais ouais, je crois. Et ça s'exerce. Et j'aimerais juste aussi préciser que créativité n'est pas égale à art. Donc souvent les gens pensent que pour être créatif, il faut savoir dessiner. Pas du tout. Vous pouvez être créatif dans la résolution d'un conflit, vous pouvez être créatif dans la façon de paramétrer un fichier Excel pour atteindre des objectifs, vous pouvez être créatif dans la façon de meubler votre appartement, vous pouvez être créatif dans votre accompagnement personnel en tant que thérapeute, enfin bref, les possibilités sont infinies. Alors, as-tu des rituels ou des hobbies qui stimulent ta créativité? Je sais que tu en as un peu parlé, mais... Alors bon, moi clairement c'est la course à pied. Je sais que une fois par semaine au minimum je dois aller courir, même si je suis malade, même si j'ai une côte fissurée. J'ai besoin d'aller courir et certains médecins diront t'es folle, il faut pas. Mais moi je pense que voilà, le corps humain connaît ses limites et il est aussi capable de s'auto-guérir. Et pour moi, la course à pied, c'est un médicament. Donc voilà. Sinon, un autre élément important pour moi, c'est la détox digitale. Forcément, je travaille en marketing digital. Mon téléphone, c'est l'extension naturelle de mon bras. Mais par contre, vraiment, j'ai mis des règles. C'est-à-dire que j'ai désactivé les notifications. Donc, c'est pas mon téléphone qui me dicte quand je dois le regarder, c'est moi qui décide de quand je regarde mon téléphone. Je m'interdis l'utilisation de mon téléphone quand je suis par exemple en train de manger. Donc à midi, quand je mange avec mon copain, on n'a pas de téléphone, on le laisse sur le côté. Pareil quand je suis au restaurant, donc je ne fais pas de story quand je suis au restaurant. Ma story, qu'elle soit publiée à midi ou à 13h30, ça ne change absolument rien. Voilà, les gens ne vérifient pas l'heure à laquelle exact vous publiez votre story. Et puis au pire, si vous mangez à 13h30, qu'est-ce que ça change? Donc ouais, je le dis parce que souvent j'ai des gens autour de moi qui travaillent pas en marketing digital et qui sont plus accros que moi. Et qui doivent publier leur story à un certain moment donné, alors qu'ils pourraient juste profiter de l'instant et déconnecter. Et je pense que la déconnexion, c'est hyper important pour stimuler la créativité. En détox digital aussi, moi, je fais des retraites bien-être. Je participe à des retraites bien-être. De plus en plus, j'en organise. Donc, j'invite les gens à se déconnecter. Et c'est hyper important. Enfin, je pense qu'on le dira jamais assez. Je pense que tout le monde le sait. Mais par contre, pas tout le monde le fait. Ça, c'est autre chose. Mais ouais, c'est hyper important. Et je sais que souvent, c'est un très gros sujet pour certains métiers qui sont obligés d'être astreints téléphone. Je pense notamment aux pompiers, je pense aux experts en communication de crise. Je pense parfois aussi à certains médecins qui sont de garde ou autres. Je pense aussi aux mamans qui ont peur aussi d'être déconnectées parce que si tout d'un coup il arrive quelque chose à leurs enfants, elles ne veulent pas avoir la culpabilité de ne pas avoir été présentes. Mais je pense que c'est hyper important de s'autoriser au moins un jour dans l'année. Et d'ailleurs, il y a la journée internationale sans téléphone. Je me souviens plus de la date, mais vous pourrez regarder. Et c'est un exercice vraiment à faire et pour le lâcher prise et pour apprendre à vous recentrer sur vous-même.
Et sinon, moi j'aime bien l'art. Alors avant, je peignais beaucoup. Malheureusement, j'ai arrêté quand j'ai commencé mes études et que j'ai dû travailler en parallèle de mes études. J'ai coupé avec l'art, ce qui est très dommage. Mince. Après, j'ai essayé de reprendre avec la tablette graphique. Ok. Mais c'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas la même chose. J'ai pas le même ressenti et le même lâcher-prise quand je suis sur une toile que quand je suis sur un écran. Et tu pourrais reprendre ou pas? J'aimerais bien, oui. Non, c'est l'un de mes projets, j'aimerais bien. Après, à voir comment je le reprends. Est-ce que je me spécialise dans l'aquarelle ou dans une autre technique? Moi, j'aimais beaucoup l'encre de Chine, en fait. C'est chouette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'aîné aussi. Ah ouais. J'ai grandi avec un beau-père marocain et donc du coup, je pratiquais beaucoup l'aîné. Tu utilises quoi du coup? Tu peins directement, enfin, Sur tu la, poses ouais, sur la peau? ouais, j'utilise l'aîné, soit le traditionnel, soit le noir. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le noir. Et puis oui, je l'applique sur la main ou sur les jambes ou autre. Après, c'est vrai qu'on vit dans un pays où on n'a pas beaucoup l'occasion d'être en maillot de bain. Donc, c'est vrai que l'aîné, l'hiver, c'est compliqué parce que, par exemple, sur les jambes, en fait, quand il y a un tissu qui frotte, ça part plus vite, en fait. Oui. Donc, c'est un peu plus compliqué. Sur les mains, on vit dans une culture où c'est assez mal vu. Enfin, moi, j'ai travaillé dans des entreprises où je ne pouvais pas me ramener avec de l'aîné sur les mains. Ah, mais pourquoi? Il y a un côté où les gens sont un peu choqués, en fait. Et selon la relation client que tu peux avoir, ça peut être compliqué. J'ai par exemple une amie qui adore se faire des tresses. Et elle me disait, elle habite à Saint-Gall. Hein, donc c'est pour vous dire, Saint-Gall, c'est beaucoup plus raciste que Genève. Et elle me disait que dans son entreprise, elle n'avait pas le droit de faire ses tresses. Parce que c'était considéré comme ethnique et que c'était très mal perçu par les clients. Ah bon? Et donc du coup, elle ne pouvait pas se faire de nattes, de tresses dans le cadre de sa profession. Donc oui, malheureusement, et même au Japon, hein, les tatouages sont encore très mal vus. Il y a des bains justement où on n'a pas le droit d'aller se baigner si on a des tatouages. Donc voilà, ce n'est pas toujours perçu comme de l'art, les nez et les tatouages. Mais moi en tout cas j'adore. Maintenant, de plus en plus, les gens, ils acceptent, je pense qu'ils s'ouvrent au tatouage. Écoute, je sais pas si c'est... En Europe, j'ai l'impression que les gens sont très ouverts. En tout cas, Ouais. Europe de l'Ouest, très ouvert au tatouage. En Espagne, en tout cas, c'est très commun. Après, aux États-Unis, ça dépend des États. Hein. Oui. Il y a des États qui sont encore contre l'avortement. Enfin voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment des cultures, des pays, des familles et autres. C'est vrai. Bon. Autre sujet. Dans quelles circonstances ta clientèle fait appel à tes services? Alors quand j'ai lancé mon premier business Digitalia, là j'étais surtout sur de l'accompagnement stratégique et opérationnel auprès d'entreprises. Donc je disais comment faire, mais je faisais aussi. Aujourd'hui, j'accueille plus de nouveaux clients Digitalia. Mais par contre, j'ai lancé Digitalia Academy avec des formations en ligne pour accompagner les professionnels à le faire par eux-mêmes. Pour les indépendants, je pense que c'est particulièrement important parce que le meilleur moyen de faire du marketing digital, c'est de travailler votre personal branding. Et le personal branding, c'est vous. C'est faire des face cam, c'est vous montrer. Alors après, je dis pas que vous devez faire des petites danses sur TikTok et puis ne pas respecter vos valeurs. Mais par contre, ça va être important de définir votre storytelling, de le partager, d'expliquer votre why, votre pourquoi vous le faites, et d'être très connecté en fait aux gens avec qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Et ça va aussi être d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Je le dis, mais moi-même, ça a été des années de thérapie pour dépasser ça. Donc je sais à quel point c'est très difficile en fait d'accepter son weirdo, donc un peu son côté bizarre. Et plus vous êtes bizarre sur les réseaux sociaux, et plus vous aurez de haters, mais en même temps, plus vous aurez de personnes qui connectent vraiment à vous. On l'observe d'ailleurs avec Trump, qui est particulièrement bizarre, qui a beaucoup de gens qui le détestent, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Et c'est un peu cette stratégie-là, en fait, d'accepter qui vous êtes, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, d'avoir parfois des opinions peut-être un peu considérées extrémistes, mais au final, c'est votre histoire et c'est comme ça. Oui. Et voilà, moi je sais qu'avec l'aroma,
Je suis assez contre les médicaments. Alors après, je dis bien évidemment que si vous avez un cancer, c'est hyper important de suivre votre chimio et de suivre les conseils d'un médecin. Mais je pense que notre corps a la capacité de se soigner et je pense que la nature est bien faite et la nourriture nous fait don de produits naturels qu'on peut utiliser pour se soigner naturellement, en tout cas pour 80% des bobos du quotidien. Je pense notamment aux maux de tête. Alors bon, à ne pas confondre avec les migraines, mais les maux de tête, on n'a pas besoin de prendre un antidouleur. Pour les coups de soleil, on n'a pas besoin de prendre des crèmes qui coûtent une fortune et qui sont diluées à l'alcool. Pour les boutons, on n'a pas besoin de dépenser une crème à 300 francs. L'arbre à thé fait très bien l'affaire. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses naturelles auxquelles on a accès et qui nous aident dans 80% des cas. C'est vrai. Comment arrives-tu à identifier les besoins de ta clientèle? Ça, c'est un vaste sujet. Alors moi, je travaille en marketing, donc forcément, ma méthode, elle est un peu basée sur 3 façons de faire. La première, c'est un peu la façon journalistique, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de personnes, on va leur poser des questions, un peu à la façon d'un podcast, pour comprendre en fait quelles sont les problématiques des gens, comment on peut les aider. La deuxième façon d'analyser, c'est au travers des chiffres, donc un peu à la méthode d'un statisticien. Et là, en marketing digital, on a la chance d'avoir beaucoup de données, donc on peut vraiment comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est amélioré, comment faire mieux. Et après, la troisième façon aussi d'observer, c'est de se mettre dans la peau d'un client. Donc moi, parfois, c'est ce que je fais. Je vais travailler au sein des locaux de mes clients, comme si j'étais employée, mais je ne le suis pas. Je suis consultante, je suis externe. Et en fait, ça me permet de savoir en interne ce qui ne va pas. Wow. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait pour n'importe quel métier, aussi difficile soit-il. Par exemple, un architecte, il peut aller dans la maison qu'il a construite après coup pour se rendre compte, ok, en fait, sur plan, c'était magnifique, mon idée, mais là, je me rends compte que, en fait, en pratique, peut-être avec un enfant, c'est compliqué. Je pense par exemple aux grandes baies vitrées, ok, ça ramène plein de lumière, c'est génial, mais en fait, quand on a des enfants en bas âge, les grandes baies vitrées, c'est un cauchemar. Et en fait, tant que vous ne vous mettez pas dans la peau de votre client, vous ne pouvez pas l'imaginer. Par exemple aussi, je pense à un diététicien qui va faire des recommandations. Un diététicien qui, par exemple, peut-être, je ne sais pas, a une vie, peut-être qu'il est célibataire, voilà. Et puis si, en fait, il va dans la peau de son client, peut-être une femme qui a un job à temps plein avec 4 enfants à charge, et puis qui est divorcée, bah là, il va se rendre compte que ces super conseils nutritionnels, bah, c'est pas adapté en fait. Parce que cette femme, elle a peut-être pas le super Thermomix, elle a peut-être pas le temps en fait de s'amuser à laver des épinards pour 5 personnes. Donc voilà, en fait, c'est vraiment juste se mettre dans la peau de. Et ça, généralement, ça marche très bien, mais c'est la technique qui est la moins employée en fait. Les gens souvent n'y pensent pas, ils prennent pas le temps, alors que c'est la plus puissante. Donc moi, dans mon métier, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, bah, moi, je vais être cliente, je vais par exemple faire une séance de kinésiologie pour comprendre en fait ce que c'est. Oui. Ou par exemple, je vais faire une séance d'hypnothérapie pour comprendre ce que c'est. Et du coup, je vais m'occuper du marketing, par exemple, d'une hypnothérapeute. Et vu que je suis cliente, mais je sais ce que c'est, je sais quelles sont mes attentes en tant que cliente, mais vu que aussi après je passe de l'autre côté en marketing digital, je sais aussi quelles sont les contraintes de ma cliente hypnothérapeute en fait, oui. Ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, et d'avoir un peu ces deux visions-là, bah, ça vous permet de trouver des solutions créatives en fait. Ouais. Tu zoomes et tu dézoomes en fait. Ouais, c'est ça. C'est hyper important ça, de pouvoir avoir cette flexibilité d'aller voir. Donc voilà, moi je vous invite un peu à tester ces 3 méthodologies et d'être vraiment très proche de vos clients. Moi par exemple, ce que je fais beaucoup, c'est que je vais manger avec eux, je vais boire un café avec eux, parce qu'en fait ça va me permettre de comprendre aussi qui ils sont vraiment, s'ils portent un masque, parce que ça c'est une très grosse problématique. Hein. Comment je peux m'occuper de ton marketing digital si tu portes un masque? En fait, oui. Tu dois être authentique avec tes clients, mais si tu ne te permets pas d'être authentique, bah en fait ça marche pas.
Donc voilà. Intéressant. T'accompagnes les personnes qui sont en transition, du coup, vers le bien-être, ou tu peux vraiment... Tu t'es spécialisé exactement dans le bien-être voilà. Alors c'est vrai que moi je suis plus spécialisée dans l'accompagnement des professionnels du bien-être qui souhaitent effectuer une reconversion, dans le sens où par exemple ils sont encore en entreprise et ils se posent la question de comment effectuer une reconversion. Ok. Soit ils sont en entreprise à temps partiel et ils ont leur métier passion en parallèle, mais ils ont peur de se lancer à temps plein. Souvent, c'est des peurs financières, souvent. Soit ils se sont lancés à temps plein et ils n'arrivent pas forcément à vivre à 100%, ou autrement ils en vivent mais ils bossent énormément. Ou soit ils en vivaient bien et puis tout d'un coup il y a eu l'arrivée du digital et puis ils sont un peu perdus. Donc c'est vrai que moi je suis vraiment spécialisée dans cette reconversion-là. Et puis du coup, je les aide à non seulement... Donc le premier point, c'est la stratégie. Souvent, je vais vraiment les accompagner à repenser et à redéfinir leur stratégie. Un exemple tout bête, les professionnels du bien-être souvent veulent sauver le monde, enfin, veulent aider les autres, etc., etc. Le problème en marketing digital, c'est que ça marche pas comme ça. Je conçois totalement que vous ayez les compétences pour aider tout le monde. Ça, je remets pas du tout en question ça. Par contre, en marketing digital, si vous voulez aider tout le monde, en fait, c'est s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc du coup, sur la partie stratégique, je vais les aider à définir une niche. Qu'est-ce que c'est une niche ? C'est vraiment une clientèle spécifique à qui vous vous adressez, pour qui vous avez un message fort et une solution clé en main qui va vraiment avoir un impact à 100%. Et donc là, du coup, je vais m'intéresser à l'histoire de la personne parce qu'en fait, on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Donc généralement, il y a l'effet miroir qui s'opère. Et c'est important, en fait, d'assumer qui on est pour pouvoir aussi transmettre un message fort. Donc voilà, parfois, ça met très longtemps aussi à accepter rien que cette partie-là stratégique. J'ai par exemple conseillé une personne qui a malheureusement vécu un deuil périnatal, donc qui a perdu son enfant en bas âge. Et je lui ai dit, ce serait intéressant que tu puisses accompagner d'autres femmes qui ont vécu le même trauma que toi, parce que tu sais ce que c'est, tu l'as surmonté, tu connais les outils pour faire face à ça. Et elle était là, oui, mais je veux pas en faire un business. Et j'étais là, c'est pas une question de faire du business en fait, c'est une question d'aider des gens qui traversent la même chose que toi. Et je sais que souvent les professionnels du bien-être dissocient business et bien-être, mais en fait, arrêtez de le dissocier. L'un va avec l'autre. Et en fait, si vous pouvez aider des gens, n'ayez pas comme remords de vous faire de l'argent sur ces gens-là. Je veux dire, est-ce que les médecins se posent la question d'être payés 300 balles de l'heure ? Non. Absolument pas. Et pourtant, ils aident aussi des gens. Donc en fait, en tant que professionnel du bien-être, arrêtez de vous dire « Oh mon Dieu, je me fais de l'argent sur le dos, entre guillemets, de cette personne. » Non. Vous aidez cette personne, vous y passez du temps, vous y donnez du cœur. Et oui, c'est normal que vous soyez rémunéré pour ça. Donc ça, c'est un peu le premier point stratégique. Le deuxième point, ça va être marketing digital. Donc parfois, il y a des gens qui me disent « mais moi, j'aime le côté humain et je veux pas du digital. » Et l'idée, c'est pas de couper avec l'humain. En fait, le digital est au service de l'humain. Le digital permet d'amplifier le bouche à oreille. Le digital ne remplace pas l'humain. Mais par contre, il va faciliter dans la prise de rendez-vous, il va faciliter dans la compréhension de vos services, il va faciliter, par exemple, vous allez pouvoir vendre des formations en ligne sur votre domaine d'activité et vous allez pouvoir toucher en fait une clientèle plus large, des gens qui n'osent pas venir vous voir parce qu'ils ont peur, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, ou peut-être parce qu'ils sont loin, et en même temps, c'est leur offrir une autre alternative pour les aider. On est toujours dans une même logique d'aider, et le digital est au service de cet aspect-là. Et après, la troisième étape, comme je l'ai évoqué avant, ça va être d'intégrer les huiles essentielles dans leur pratique. Et là, souvent, les professionnels du bien-être me disent « Ah, mais moi, dans mon cas, je vois pas comment l'utiliser. » En fait, l'aroma, on va travailler sur l'un des 5 sens, à savoir l'olfaction.
La majorité des individus ont encore accès à l'olfaction. Malheureusement, Covid a eu un impact par rapport à ça, mais dans la majorité des cas, les gens ont un nez, perçoivent les odeurs. Et donc, vous allez pouvoir en fait intégrer les huiles essentielles dans votre pratique. Je prends l'exemple d'un coach. Souvent, on me dit, mais en tant que coach, je vois pas le lien. En fait, on a un protocole aroma qui permet de rééquilibrer les émotions. Donc, en fait, dans le coaching, on travaille avec les émotions. Enfin, on ne peut pas dissocier les émotions d'un accompagnement de coaching. Et donc, ces huiles essentielles vont être un outil de communication, vont être aussi un outil de travail sur certaines émotions, comme par exemple apprendre à lâcher prise pour les personnes qui sont trop dans le contrôle, ou apprendre à faire le deuil d'une situation, etc. etc. Donc oui, on peut travailler. Un autre exemple, ça va être l'hypnose. On peut utiliser l'ancrage olfactif pour justement travailler des moments positifs. On peut aussi utiliser les huiles essentielles en tant que doula. Donc souvent on pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser les huiles essentielles sur les enfants ou les femmes enceintes. Et oui, en fait, à partir de 3 mois, oui, il y a des contre-indications. Donc certaines huiles, on ne pourra pas les utiliser, mais sinon d'autres, oui. Ou un bébé à partir de 3 mois, selon une certaine dilution, selon une certaine utilisation. Donc voilà, ça peut s'intégrer totalement et aider les femmes, par exemple, qui ont du pus qui se crée lors de l'allaitement, ou par exemple les terreurs nocturnes d'un enfant, etc., etc., etc. Donc en fait, les possibilités sont vraiment infinies. Donc voilà. Okay. Mais est-ce que tu fais un peu de... Tu utilises l'hypnose dans tes accompagnements ou pas? Alors moi, du coup, ma vision, c'est de dire que les huiles essentielles sont un complément aux pratiques de bien-être. Donc moi, je vais collaborer, par exemple, avec des hypnothérapeutes et je vais mettre en relation les personnes. Ok. Donc je vais dire, par exemple, pour cette problématique-là, par exemple, l'arrêt tabac, voilà. Par exemple, sache que l'hypnothérapie peut être un outil puissant pour arrêter le tabac. On va combiner ça à un protocole aroma d'arrêt tabac et les deux ensemble vont vraiment avoir un impact extrêmement puissant. Okay. Ou par exemple, certaines problématiques physiques, je vais mettre en relation avec une kinésiologue et là on sait que par exemple l'eczéma, on peut le traiter avec certaines huiles essentielles, mais l'eczéma, il va falloir travailler sur la cause de l'eczéma. Okay. Donc c'est là où la kinésiologue va avoir un impact puissant parce que les deux ensemble, on va vraiment pouvoir travailler sur le long terme, sur le traitement long terme de l'eczéma. Ok. Alors qu'est-ce que tu leur proposes concrètement ? Alors en fait, je propose vraiment un accompagnement personnalisé en 3 étapes. Donc premier rendez-vous personnalisé, j'insiste parce que je ne fais pas du groupe. Je fais du groupe mais pour d'autres aspects. Mais pour en tout cas le départ, c'est vraiment accompagnement personnalisé, définition stratégique. Deuxième étape, de nouveau accompagnement personnalisé sur la stratégie marketing. Et troisième étape, de nouveau accompagnement personnalisé sur l'intégration des huiles essentielles en aromathérapie. Après, en complément de cet accompagnement, j'ai une formation en marketing digital de plus de 100 vidéos. Donc là, ça va permettre à la personne de, par exemple, créer son branding, développer son compte Instagram, optimiser son profil LinkedIn, faire des campagnes payantes sur Meta. Meta, c'est donc Facebook, Instagram, etc., etc. En complément aussi, on a une formation en huile essentielle et micronutrition pour savoir en fait comment intégrer les produits doTERRA dans sa pratique pour aider ses clients. Donc ça, c'est aussi un très gros sujet. Et en parallèle de ça, on a aussi tout l'accompagnement WhatsApp, on a toute la base de données, on a énormément de replays. Moi, j'organise aussi des masterclass en marketing digital de 5 jours pour aider les gens à passer à l'action. Donc avec des défis chaque jour, ça peut être soit sur Instagram, soit sur TikTok, soit sur YouTube. Donc là, c'est vraiment inviter les professionnels du bien-être à passer à l'action. Et puis j'organise aussi un certain nombre d'événements pour que les gens se rencontrent et qu'ils puissent étendre leur réseau. Et puis j'organise aussi d'autres webinaires avec des professionnels mais pas du bien-être, dans d'autres thématiques. Ça peut être en gestion financière, en protection des données dans le domaine légal en Suisse, pour justement aider les professionnels du bien-être à acquérir les bonnes compétences pour vraiment vivre de leur métier de manière légale, éthique et tout en prenant soin d'eux. Ok.
Tu as un peu parlé du design thinking. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le design thinking, c'est, comme je disais avant, ce n'est pas une méthodologie, on n'a pas le droit d'appeler ça une méthodologie, mais c'est vraiment un processus créatif. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a aussi un autre livre, Change by Design, qui est très intéressant et qui explique toute la méthodologie, qui n'est pas une méthodologie. Ok. Et il y a aussi le blog d'une entreprise qui s'appelle IDEO, qui est vraiment pas mal. Mais en fait, en quelque sorte, le design thinking, c'est un processus itératif en 5 étapes. Donc, la première étape, ça va être de comprendre les besoins. Donc, en fait, lors de cette première étape, on va partir à la rencontre de nos clients et il va falloir intégrer des utilisateurs que j'appelle un peu des extreme users. C'est des gens, par exemple dans mon cas, qui n'utiliseraient jamais les huiles essentielles. Donc par exemple, les gens qui n'utiliseraient jamais les huiles essentielles, ce sont des gens qui disent je n'y crois pas, je ne crois pas en l'énergétique, ou je ne crois pas au fait que n'importe qui puisse les utiliser et les intégrer. Je pense qu'il faut vraiment être aromathérapeute, etc. etc. Donc du coup, voilà, plein de problématiques qui peuvent... Donc ça, c'est la première étape qu'on appelle empathie. Donc vraiment aller à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est aussi une grosse erreur que j'observe chez beaucoup de professionnels du bien-être. Ils définissent leurs offres, théoriquement, avant même de rencontrer leurs clients. Donc voilà, ça, c'est surtout à ne pas faire. D'abord, vous rencontrez les clients. D'abord, vous comprenez leurs problématiques. Et après, vous créez votre logo, votre site internet, vos offres, etc. etc. Après... la deuxième étape du design thinking, c'est la définition du problème. Et ça, c'est une étape hyper importante parce que parfois, on pense connaître le vrai problème de notre client, mais en fait, tant qu'on ne l'a pas rencontré, on ne le connaît pas. Donc moi, par exemple, par rapport à mes professionnels du bien-être, ça peut varier. Mais en gros, peut-être un vrai problème que j'observe, en tout cas chez beaucoup de professionnels du bien-être, c'est est-il possible de vivre du bien-être ? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de professionnels du bien-être qui soit gardent leur job à temps partiel, soit ont un partenaire qui a un job à temps plein fixe et qui du coup va permettre d'être un peu la stabilité financière du couple, soit une personne qui par exemple touche une pension alimentaire ou touche des aides ou est rentier de par sa famille, etc. etc. Mais c'est vrai que vivre du bien-être, c'est compliqué en tout cas en Suisse, et en particulier à Genève, où le coût de la vie est extrêmement élevé. Donc là, en gros, ça va être un peu la définition du problème, mais vraiment spécifique. Est-ce que c'est un vrai problème? Dans quel canton? Pour quel type de personne? Donc vous voyez, il faut vraiment être très précis. Après, la troisième étape, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions à cette problématique. Donc en fait, généralement, on travaille en équipe, il y a une façon de travailler en équipe, il y a des exercices spécifiques, et on travaille beaucoup avec les post-it. Et donc là, on va en fait, ce qu'on appelle en anglais ideation, donc on va vraiment générer un maximum d'idées, et on ne cherche pas à savoir si ces idées sont bonnes, on cherche juste à savoir quelles sont toutes les solutions possibles. Après, la quatrième étape, c'est le prototypage. Et donc là, ça va être intéressant en fait d'essayer de créer une version prototypée de la solution qui pourrait répondre au problème. Donc là, c'est hyper important de faire quelque chose de simple. Ça peut être même un PowerPoint. Okay. Donc vous voyez, vous créez un PowerPoint et là, vous présentez à 10 clients potentiels et vous leur dites, voilà, j'ai cette idée par rapport à cet accompagnement. Je pense par exemple... au lancement d'une formation en tant que coach, je le dis parce que du coup c'est un accompagnement que j'ai donné, et en fait de comprendre en fait est-ce que c'est vraiment cette thématique-là qui va fonctionner, si oui, sous quel format, est-ce que la formation en ligne est le meilleur format, est-ce que ce serait pas plutôt peut-être des vidéos YouTube ou un accompagnement sur WhatsApp ou un podcast ou autre, de savoir la durée. Est-ce qu'il faut que ce soit rapide, des petites capsules vidéo de 5 minutes, ou est-ce qu'il faut que ce soit complet pour que la personne ait un maximum d'informations? Et là, en fait, ce qui est hyper important, surtout, ne vous lancez pas dans la production de la formation.
Le but, c'est pas de finir la formation, de la faire, de la rendre toute belle et de dire « Ok, c'est bon, c'est le prototype, je la lance ». Non. Un prototype, c'est vraiment en fait un PowerPoint qui présente potentiellement cette formation. Ou une mini page internet qui présente les bénéfices de cette formation. Mais au maximum, un prototype devrait vous prendre 2 à 4 heures, max. Donc si vous n'êtes pas capable de générer ce prototype en 2 à 4 heures, ça veut dire que ce n'est pas un prototype et que vous perdez votre temps. Et après, l'idée, la dernière étape, c'est le test. Et là, vous allez devoir présenter votre prototype à vos clients potentiels pour comprendre si ça marche ou si ça ne marche pas. D'où l'importance de ne pas y passer plus de 2 ou 4 heures, parce que sinon, vous allez générer de la frustration d'avoir travaillé sur un projet. Et en fait, vous allez tomber amoureux de votre idée et vous allez en fait persister dans une voie qui n'en est pas une bonne, en fait. C'est vrai, tu vas vouloir vraiment donner vie à cette... C'est ça. Ouais. Et moi, par exemple, quand j'ai lancé Dotelia, au départ, j'ai d'abord, justement, mené énormément d'entretiens, je pense. J'ai en tout cas contacté plus de 200 personnes et au final, j'ai vraiment interagi avec une 50aine de personnes, je pense. Et à ce moment-là, Dotelia n'existait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait rien, que dalle, nada. Je me suis juste entretenue. Après, définition du problème, je me suis rendu compte qu'effectivement, les professionnels du bien-être aimeraient gagner plus, peut-être travailler moins, sécuriser leur métier, pouvoir peut-être lâcher leur temps partiel ou avoir plus de sécurité, et effectivement plus collaborer avec les entreprises. Et mon ideation, donc après, j'ai fait des workshops avec ces professionnels du bien-être pour savoir en fait comment créer ce concept. Et le prototype, j'ai lancé en fait le compte Instagram, mais il n'y avait rien. J'ai lancé le compte Instagram juste pour voir si déjà en fait il y avait de l'intérêt, si les gens interagissaient, si ça attirait des personnes. Et c'est après j'ai créé le site internet peut-être 4 mois après, une première version, un peu bêta user, et après j'ai créé un premier e-book, un premier e-book qui n'a pas super bien fonctionné parce que ça ne correspondait pas à la problématique de ma communauté. Deuxième qui a bien marché, mais j'avais pas tout ce qu'elle est avec, en fait. Il me manquait une partie de l'accompagnement. Et après, la troisième étape, ça a été justement cet accompagnement dont j'ai parlé, mais je l'ai fait vraiment en plusieurs étapes, en fait. Wow. Il est pas... Et ça, c'est vraiment cette idée du design thinking, d'aller étape par étape, de mettre le minimum de budget et de oser itérer, de ne pas tomber amoureux de sa première idée. Tu testes, quoi. Ouais, tu testes. Il faut savoir qu'il faut avoir un peu cette image du bébé. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe un nombre de fois incalculable. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est être capable de tomber, se relever à chaque fois, sans avoir peur du jugement des autres. Et en fait, le jugement des autres, c'est la partie souvent la plus compliquée, en fait, de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? J'ai encore changé de projet, j'ai encore changé d'offre, j'ai encore changé de positionnement, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais dédouanez-vous de ça, parce qu'en fait, les meilleurs entrepreneurs, ce sont ceux qui n'en ont strictement RAF, comme on dit. Je reprends l'expression de Louise. Rien à foutre, en fait. Et plus vous avez à cœur le jugement des autres, et plus vous allez stagner, et moins vous allez avancer. C'est vrai, tu perds énormément d'énergie et de temps. Ouais. Et ça bloque la créativité. Ah bah oui. Tu t'autorises plus, du coup, et tu avances plus. C'est pas utile, en fait. Non. Alors voilà, je vais rebondir, du coup, sur l'échec. Quelle place est-ce que tu donnes à l'échec dans ta création ? Bon, alors, c'est cliché, mais pas d'échec, pas d'apprentissage. Si un bébé n'accepte pas de tomber, il n'apprendra jamais à marcher. Donc voilà, je pense que cet exemple est très connu. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Il est repris par plein de gourous, de coachs, de managers et de leaders. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais elle est très parlante. Et souvent, en fait, les gens qui n'ont jamais échoué, ce sont les gens qui n'ont rien entrepris. C'est vrai. À méditer. Sans jugement. Et donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est que derrière les échecs, plus vous avez d'échecs, et mieux c'est, en fait. Parce que plus vous avez d'échecs, et plus ça veut dire
que vous avez entrepris d'action. Et le seul moyen de réussir, c'est d'être dans l'action. Et en fait, si vous arrêtez d'être dans l'action, là, c'est la mort signée de votre entrepreneuriat. Et il faut tout le temps... Et souvent, les gens me disent « Waouh, t'es hyper actif, tu publies tout le temps sur Instagram, tu organises plein d'événements, tu rencontres plein de gens, mais d'où tu te rencontres ces gens, comment tu fais ?» En fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est être dans l'action. C'est, j'écris à des gens, franchement, en moyenne, à 50 personnes que j'écris, j'ai peut-être 5 réponses. J'ai peut-être 5 retours. Donc oui, ça fait mal. Si on se focalise sur les 45 noms que je me suis pris en pleine face, c'est clair qu'on arrête l'entrepreneuriat. Mais par contre, sur les 5 personnes qui ont répondu oui, je vais faire des superbes rencontres, et puis je vais développer des projets, et puis ça va être trop chouette, on va vivre des expériences. J'ai par exemple vécu ça sur Instagram, où forcément c'est mon job, donc je démarche sur Instagram, et il y a une personne qui m'a répondu oui. Et en fait, avec cette personne, on a décidé de collaborer sur l'organisation d'une retraite de yoga au Maroc. Et en fait, je l'ai aidé à générer 4 000 € de chiffre d'affaires. Génial. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment des projets d'organiser d'autres retraites au Maroc, d'organiser d'autres événements. Et oui, clairement, j'ai dû envoyer 50 messages pour une belle rencontre. Mais si j'avais pas fait ces actions, j'aurais jamais fait cette rencontre et j'aurais rien fait, en fait. Ouais. Et j'aime bien donner l'exemple de Roger Federer. Souvent, on se souvient de Roger Federer que c'est l'un des meilleurs tennisman au monde. Il a gagné énormément de matchs, etc., etc. Mais par contre, on ne relève jamais ses échecs. Et il faut savoir que Roger Federer s'est vu recenser 2759 doubles fautes. Contre 1251 matchs gagnés. Donc concrètement, il a fait 2 fois plus de doubles fautes que de matchs gagnés. Mais en fait, ces doubles fautes lui ont permis de générer tous ces matchs gagnés. Parce qu'en fait, l'une des techniques de Roger Federer, c'est qu'il se bat tout le temps pour la dernière balle. Pour lui, en fait, c'est jamais perdu. Il tente jusqu'au bout. Mais forcément, quand tu tentes jusqu'au bout, tu as plus de chances de te foirer. Et je pense que c'est ça qui fait de lui une légende, c'est qu'il n'a jamais eu peur de l'échec. Et au contraire, il s'est toujours battu pour l'échec, parce qu'en fait, c'est ça qui l'a amené à la victoire. Oui, c'est vrai. Donc voilà, les échecs permettent d'aller plus loin, d'apprendre, de faire des belles rencontres, de vivre des expériences exceptionnelles. La semaine prochaine, je pars au Maroc faire une retraite de yoga au fin fond du désert, sans connexion Internet. Et clairement que sans cette rencontre, je ne l'aurais jamais fait. Excellent. Jamais par moi-même. Je ne me serais pas amusée à essayer d'organiser ça par moi-même. Mais j'ai envie de te dire aussi, c'est super intéressant, enfin important aussi. Le fait, j'ai l'impression que toi, dans ton, après, c'est ton travail, t'aimes ce que tu fais, et du coup, tu fais les choses beaucoup plus facilement. Si t'es dans ton élément, en fait, du coup, tu peux faire plusieurs choses que les gens voient comme waouh, c'est trop. Et pour toi, en fait, t'es hyper à l'aise à l'intérieur parce que c'est ton univers, quoi. T'es bien dedans, tu vois. Alors oui et non, parce que c'est vrai qu'avec mon premier business, Digitalia, tous mes clients sont venus à moi. J'ai jamais eu besoin de démarcher. Donc j'étais dans ma zone de confort. C'était facile, c'était bien. Je me suis pas posé de questions. Avec mon deuxième business d'Hotelia, les gens n'ont pas compris mon tournant dans le bien-être, parce que j'avais la casquette HEC, la casquette multinationale, la casquette capitaliste, etc. Et donc du coup, j'ai été énormément critiquée. Donc j'étais pas du tout dans ma zone de confort, dans le côté facile. Au contraire, ça a été très difficile pour moi de démarcher. Ça a été très difficile pour moi d'accepter des noms, parce que j'ai la blessure de rejet. Donc pour moi, c'est vraiment, ça réveille en moi cette blessure de rejet. Ça a été très difficile d'être critiquée par les propres membres de ma famille. Enfin, pour vous dire, quand j'ai rejoint doTERRA, ça n'a pas été très très bien perçu. Parce que voilà, doTERRA a aussi des critiques. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas doTERRA, et je comprends, je ne cherche pas à convaincre ces personnes-là. Mais par contre, si vous ne connaissez pas doTERRA, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Et après, ça vous plaît pas. Moi, personnellement, j'ai adoré parce qu'il y a une communauté bienveillante. J'ai vraiment adoré cet accompagnement-là. J'ai adoré les produits.
j'ai vraiment vu un impact sur ma qualité de vie, sur ma santé. Donc, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Mais par contre, ne croyez pas que quand vous voyez un entrepreneur réussir sur les réseaux sociaux, c'est facile. Pas du tout. Franchement, on s'est tous pris des claques, on s'est tous pris des noms, on a tous été critiqués, on a tous pensé à abandonner, on a tous pleuré en cachette, on a tous... Enfin, vraiment, ne croyez pas qu'au monde des paillettes sur les réseaux sociaux, on vend ce monde de paillettes, parce que malheureusement, c'est ce que l'algorithme veut de nous. Plus c'est beau, plus c'est parfait, plus c'est waouh, et plus on a de vues, et plus on a de likes. Mais par contre, la réalité, elle est là derrière. Oui, c'est super difficile. C'est clairement super difficile. Comment tu pourrais conseiller aux gens qui démarrent là-dedans, comment ils peuvent se dissocier, c'est-à-dire sortir de cet univers et de revenir à la vie normale? Parce que j'ai l'impression que ça peut vite happer... tu vois, on peut tomber là-dedans et puis on a du mal. Enfin, c'est peut-être l'image que j'ai qui me fait peur, moi, tu vois, des réseaux où je suis pas du tout à l'aise. Mais... Donc pour toi, la vie normale, c'est quoi? Enfin, la vie... Ce que je vis. Ce que je vis. Ça fait partie aussi de la vie normale, je l'entends. Mais... tu vois, le fait de vivre à travers les téléphones, de tout faire, en fait, je trouve dommage. Tu vois, quelque part, même quand je pars, je prends le train, le bus, n'importe quel transport en commun, les gens, ils se regardent même plus, tu vois, dans ce sens-là. Ils sont tous plongés dans le téléphone. C'est OK, c'est utile. Mais ouais, et puis quand je vous vois, la jeune génération, c'est ça qui me fait un peu plus peur pour eux. Bon, eux, ils sont là-dedans, hein, clairement, mais ouais, ouais, il y a beaucoup de choses quand même émotionnellement qui peuvent être impactées, tu vois, dans ce sens-là. Alors déjà, je pense que la beauté de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui osent faire ces sacrifices, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein, c'est oser prendre des risques, c'est oser sortir de sa zone de confort, c'est oser abandonner son château sécurisé avec sa forteresse autour, etc., etc. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, en fait, il faut incarner le changement qu'on souhaite voir dans la société. Oui. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, j'essaye vraiment de faire cette détox digitale et de le promouvoir, parce que effectivement, je sais que le digital, c'est un outil, c'est une opportunité, mais ça peut être aussi un danger. Et donc, du coup, j'essaie de vraiment apprendre aux gens à s'en détacher, d'être capable de s'en détacher aussi. Tu vois. Et c'est pour ça que Dotelia maintenant a beaucoup plus de sens pour moi, parce qu'il y a business et bien-être. Oui, le digital est un outil, mais ça doit pas être une prison dorée non plus. Et le problème avec Digitalia, mon premier business, c'est que forcément j'étais dans la promotion du marketing digital. Et en fait, j'ai vu la limite de cet aspect-là, où en fait j'ai vu des gens sombrer à cause du marketing digital, ou devenir dépendants du marketing digital. Et c'était pas mon but en fait. Et quand j'essayais de leur expliquer, en fait, ils comprenaient pas. Tandis que là, avec Dotelia, du coup, j'ai cet équilibre entre les deux. Et j'arrive beaucoup plus à jouer et à le promouvoir à l'extérieur. Et je donne aussi une conférence à l'Université de Lausanne auprès de jeunes. Et en fait, ils viennent tous, il y a plus de 800 personnes à cette conférence. Ouais, cool. Et en fait, ils viennent avec le rêve de vivre du marketing digital. Waouh, le marketing digital, c'est trop bien. Mais en fait, j'essaye aussi de leur expliquer les mauvais côtés du marketing digital. Le fait de se déconnecter des autres et de soi. Et je dis pas que je fais tout juste, hein, pas du tout. Mais par contre, j'essaie d'en être consciente et de rendre les autres conscients aussi de ça. Donc, tout ça pour dire que si tu as une peur, en tant qu'entrepreneur, tu peux te battre pour cette peur, tu vois, et offrir une solution. Oui, je suis d'accord. Donc, d'où l'importance du storytelling. Parce qu'en fait, ça vient de ton histoire à toi, tu vois. Ok, merci. Quelle est ta plus belle satisfaction dans tes réalisations, tes accompagnements? Je crois que tu en as un peu parlé aussi. Ouais, alors brièvement, justement, ce que je disais, le fait d'avoir aidé cette professeure de yoga à générer 4 000 € de chiffre d'affaires,
Je trouve que c'est une belle victoire. Alors bien évidemment, on est très loin des histoires que vous pouvez en voir sur les réseaux sociaux, comment gagner ton million facilement depuis ton canapé. Je promets pas du tout ça, mais je promets un accompagnement personnalisé qui va vous permettre de repenser votre business model sur le long terme et de vous donner les outils pour intégrer les huiles essentielles dans votre pratique et utiliser le marketing digital pour faciliter votre activité et acquérir une nouvelle clientèle. Bien évidemment, c'est un peu trash ce que je vais dire, mais en même temps c'est une réalité. Je peux aider un âne à trouver la rivière, mais je ne peux pas forcer cet âne à boire l'eau de la rivière. Ouais. Donc ça, c'est aussi l'entrepreneuriat. On peut vous donner toutes les clés sous les mains, mais si vous n'avez pas envie de prendre les clés pour ouvrir les bonnes portes, malheureusement, ça ne se fera pas. Donc ça vient de vous, ça vient de votre énergie à vous et de votre volonté à vous. Et sinon, c'est vrai qu'en un an, au début, j'ai commencé chez doTERRA, on était 4. Non, on était 5 pour être précise. Aujourd'hui, on est presque 300. Wow. Donc, et c'est une communauté de professionnels qui s'entraident énormément, qui est dans la bienveillance, qui partagent leurs connaissances, leurs compétences, des personnes sur qui on peut compter. On a des projets de groupe, on réseaute beaucoup, on partage beaucoup. Donc pour moi aussi, ça a été un travail énorme d'arriver à ça. Parce qu'une communauté, ça s'entretient. Quand on parle de community management, il ne suffit pas de créer du contenu, ça ne marche pas. Il faut écrire aux personnes personnellement. Il faut faire des rendez-vous personnels. Il faut comprendre quelles sont leurs problématiques. Il faut leur proposer des solutions. Enfin voilà, ça tombe pas du ciel. Mais voilà, ça, je pense que c'est un peu mes 2 satisfactions, en tout cas, sur cette année pour le projet d'Otelia spécifiquement. Ok. Comment arrives-tu à trouver un équilibre à travers toutes tes activités? Alors ça a été un très gros sujet et j'avoue que je n'y suis pas parvenue. J'ai vraiment flirté avec le burn-out, à vouloir gérer 2 business en même temps. En fait, si vous voulez, normalement, ce qu'on dit, c'est que la moitié des business ne survivent pas au-delà de 5 ans. Donc ça, c'est une réalité statistique en Suisse. Donc en fait, normalement, on est censé se focaliser sur un business pendant 5 ans, pendant les 5 premières années. Si vous avez des projets bébés pendant ces 5 ans, certaines femmes disent que oui, c'est tout à fait possible de combiner entrepreneuriat et bébé. Et oui, je pense que c'est vrai, et c'est génial. Mais par contre, posez-vous la question du type de maternité que vous voulez avoir. Il faudra juste ajuster, en fait, en fonction. C'est-à-dire que peut-être, soit vous allez vous focaliser plus sur votre maternité et vous allez un petit peu ralentir sur l'entrepreneuriat. Donc du coup, là, il va falloir penser vos objectifs sur un peu plus de long terme. Soit vous êtes à fond dans l'entrepreneuriat et donc du coup, avec votre partenaire, vous vous mettez d'accord sur comment en fait on ajuste la charge de travail par rapport aux enfants. Donc aussi, voilà, tout est possible en entrepreneuriat, donc c'est ça qui est génial, mais il faut ajuster les curseurs en fonction. Et c'est à vous de définir les curseurs. Donc certaines personnes, par exemple, c'est hyper important pour elles de voyager, d'autres c'est hyper important de faire du sport avec leurs enfants, d'autres c'est hyper important de faire l'école à la maison, enfin voilà, chacun ses curseurs, mais dans tous les cas, il va falloir y penser dans votre plan sur 5 ans. Sinon, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, à réajuster cet équilibre, c'est les activités de pleine conscience. Ok. De nouveau, à choisir qu'est-ce qui vous permet d'être en pleine conscience. Moi, c'est le ski. Parce qu'en fait, quand je skie, plus les pistes sont techniques, et plus, en fait, je vais penser qu'à ça. À ma technique, à la piste, aux gens qui m'entourent, comment ne pas tomber, quelle piste je dois prendre pour ne pas me tromper et ne pas pouvoir remonter, en fait, au bon endroit. Donc, c'est vrai que pour moi, le ski, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'aussi, il faut être à l'écoute de ses proches. Donc nos proches, en fait, voient aussi quand on en fait trop. C'est aussi le problème de l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, on est passionné. Et être passionné, c'est aussi ne pas forcément savoir mettre ses limites. D'ailleurs, la plupart des grands artistes ont été traités de fous, souvent.
bah, voilà, Van Gogh s'est coupé l'oreille, enfin, voilà. Mais c'est parce qu'en fait, une passion peut être dévorante et c'est important de ne pas s'isoler et d'être connecté aux bonnes personnes pour que ces personnes puissent vous dire, ok, là, t'en fais trop. Là, en fait, tu devrais plus faire ça. Et à vous de trouver les bonnes personnes, par contre. Ça va être important. Il vaut mieux avoir moins, mais mieux que trop de personnes autour de soi qui ne vous veulent pas forcément du bien. Il faut savoir que quand vous vous lancez en entrepreneuriat, les gens projettent leur peur sur vous. Et donc ça, c'est à vous aussi de mettre les barrières et de dire, ok, ça c'est tes peurs, c'est pas les miennes, c'est tes bagages émotionnels, c'est pas les miens. Donc vraiment faire cette distinction-là. Et savoir être à l'écoute de soi. Donc moi, entre guillemets, j'ai eu la chance de faire face à 2 hospitalisations quand j'étais très jeune, à l'âge de 20 ans. Et ça m'a appris en fait à connaître mes limites. Donc en fait, aujourd'hui, je sais que quand j'en fais trop, j'ai certains symptômes. Par exemple, je vais avoir des vertiges. Et ça, je sais que c'est un signal de mon corps qui me dit « là, tu vas trop loin. Là, c'est trop ». Et c'est à vous de reconnaître ces symptômes. Souvent, beaucoup de gens, par exemple, ont des migraines. Oui. Et plus vos migraines sont intenses et plus l'intervalle entre les migraines est court, posez-vous la question en fait. C'est peut-être votre corps qui vous dit « là, c'est trop, il faut que tu changes quelque chose ». Donc, ou autrement, l'eczéma aussi, c'est quelque chose qui... Si vous avez trop de crises d'eczéma et en fait, elles sont de plus en plus longues et le délai entre est de plus en plus court, posez-vous la question en fait. Donc voilà, il y a plein... De toute façon, le corps est très bien fait, donc il saura vous le dire. Et sinon, aussi, ça c'est un message que j'envoie aux professionnels du bien-être, c'est savoir s'aider soi-même avant d'aider les autres. J'ai trop de professionnels du bien-être qui sont encore dans leur autothérapie, où en fait, ils essayent de s'aider soi-même en fait, au travers des programmes qu'ils vendent ou des services qu'ils vendent. Et ça, c'est pas la bonne approche. D'abord, sauvez-vous vous-même. Et une fois que vous êtes guéri, là, vous pouvez proposer votre accompagnement aux autres. Mais tant que votre équilibre de vie n'est pas optimal, que vous n'êtes vraiment pas 100% aligné, vous ne pourrez pas proposer vos services aux autres. Et en fait, de toute façon, l'univers va vous le dire, hein, vous n'aurez pas de clients. Ce sera assez simple. Hein. Donc, ou très peu de clients, ou des clients qui vous enquiquinent plus qu'autre chose, qui vont vous faire perdre plus de temps que de revenus. Donc voilà. Donc posez-vous la question de si votre business ne marche pas, prenez du temps pour vous. Oui, c'est important. Quel serait le message ou l'œuvre que tu aimerais léguer à la société ou aux générations futures ? Alors moi, mon rêve, ce serait de réconcilier business et bien-être, qu'on n'ait plus à choisir entre vie privée et vie professionnelle. Mon deuxième rêve, ce serait que le cartésien ne soit plus dissocié de la spiritualité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, mon père était entrepreneur et ma mère médium. Donc j'ai vraiment grandi à cheval entre 2 mondes que tout oppose, du moins a priori et en théorie. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens que l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez être très cartésien, mais si vous êtes trop cartésien, et voilà, j'ai collaboré avec des professionnels qui étaient très cartésiens, notamment en physique ou en ingénierie. Alors après, c'est pas un jugement de valeur ou un cliché, hein, c'est ce que j'ai personnellement vécu. Et en fait, ça va pas non plus parce qu'ils sont pas assez alignés. Ils sont pas dans l'ancrage, ils sont pas connectés à qui ils sont, à leurs limites, à leurs valeurs. Et en tout cas, moi j'en ai rencontré justement qui étaient trop cartésiens et pas heureux non plus. À l'inverse, j'ai rencontré des professionnels qui étaient trop dans le spirituel, trop perchés et qui attendent que les étoiles soient alignées pour prendre une décision dans leur vie. Enfin, limite pour faire les courses, ah non, là c'est pas le bon jour parce que les étoiles ne sont pas alignées. Ça va pas non plus. Donc en fait, il faut vraiment savoir connecter l'un et l'autre, savoir être cartésien pour pouvoir gérer son business au mieux sur le long terme, parce qu'il faut penser à la retraite, il faut penser aussi à ce qu'on offre à nos enfants pour l'avenir, et à l'inverse, être aussi spirituel pour savoir en fait écouter cette voix intérieure qui nous parle et qui nous dit quand c'est juste et qui nous dit quand c'est faux aussi. Alors après, vous appelez ça comme vous voulez, hein, l'intuition, l'univers, Dieu, Allah, enfin bref. Ouais. Mais au fond, quoi qu'il en soit, elle existe.
cette voie-là. Oui. Et cette voie nous guide vers la bonne voie. Voilà, le français est aussi bien pensé. Hein. Souvent, on dit le maladie, la maladie, le maladie. Voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont vraies et qu'on entend. C'est vrai. Et puis, ah oui, troisième héritage aussi que j'aimerais bien léguer. Moi, mon rêve, ce serait d'interdire l'alcool en entreprise. Donc, je donnais l'exemple justement avant de ce workshop orienté autour de l'alcool. Donc, moi, ce serait en fait que les entreprises arrêtent de dépenser leur argent pour sponsoriser l'alcool d'une manière ou l'autre, mais qu'elles l'utilisent pour le bien-être de leurs employés. Et en fait, arrêter l'alcool, déjà d'un point de vue nutritionnel, ça n'a que des bienfaits, en fait. Et donc ça, c'est scientifiquement démontré. Quand on dit un verre de vin rouge a dû faire, oui, hein, je dis pas que... Ou par exemple, les sages-femmes aussi vont recommander un certain vin blanc après l'accouchement. Donc voilà, ok. Mais en soi, si vous arrêtez complètement l'alcool dans votre vie, généralement, vous n'irez que mieux. Nutritionnellement parlant, concrètement. C'est pas comme d'autres aliments qui sont plus controversés, comme la viande, le lait ou autre, où là, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'est 100% bénéfique pour le corps. Mais pour l'alcool, en tout cas, voilà, ça ne peut que être bénéfique. Et je pense aussi que ça enlèvera une certaine pression sociale. Par exemple, quand on ne boit pas en société, moi, le nombre de fois où on m'a dit ah, mais t'es pas drôle. C'est vrai? Ah ouais. Le nombre de fois où on m'a dit... Parce que tu bois pas? Ouais, tu bois pas, t'es pas drôle. Oh non. Ou tu bois pas, ah, alors il est pour quand? Parce que forcément, quand on est une femme enceinte et qu'on boit pas de l'alcool, on pense qu'on est enceinte, alors que rien à voir. Ou autrement, justifier pourquoi on boit pas d'alcool. Ah, mais pourquoi? C'est T'as vrai une que maladie? cette question, on me la pose tout le temps. Ah bah ouais. Ouais, tu bois pas, pourquoi? C'est ta religion, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours. Ouais. Et juste le fait que je suis pas du tout attirée, parce qu'il y a des gens religieux qui croient à leur religion et qui boivent, tu vois. C'est juste que ça m'attire pas, plus que ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que tu as cette question qui revient assez souvent, ouais. Et c'est triste. C'est triste. Oui. Donc un peu, ouais, déconstruire ses croyances par rapport à l'alcool. Non, avec l'alcool, la fête n'est pas plus folle, ce n'est pas vrai. Ah, je m'amuse tellement bien. C'est pas ça qui va m'empêcher de passer une bonne soirée, ça c'est sûr. Donc voilà. Alors, as-tu des projets pour 2025? Alors là, je parlais justement de cette retraite au Maroc, qu'on va réorganiser en novembre. Donc ouais, je me réjouis aussi. Une autre retraite qui aura lieu en Valais, donc qui est organisée par une professionnelle du bien-être aussi dans la communauté, qui a vraiment l'air top, hein, avec cérémonie de cacao, cérémonie de gong, bain de forêt et autres. Je crois. Ouais, franchement, une chouette expérience. Et puis j'aimerais bien organiser une retraite au Pays Basque aussi, hein, plus orientée coaching. Ok. Donc voilà, affaire à suivre. Et sinon, j'aimerais bien justement décocher les premiers mandats des entreprises pour business et bien-être, en collaboration avec des professionnels. L'année dernière, c'était vraiment constitution de la communauté. Vu que c'est un two-sided market, en fait, c'est un peu comme Airbnb. C'est un peu le même business model que Airbnb. C'est la valeur d'un réseau fait la valeur de l'autre réseau. Oui. C'est-à-dire que plus ma communauté de professionnels du bien-être est importante, plus ça va attirer les entreprises. Donc en fait, j'ai d'abord commencé par le développement de la communauté de professionnels du bien-être. Et là, maintenant, je suis en train de développer la partie entreprise. Donc c'est clair que c'est un projet d'une vie. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts en 3 mois. Mais j'ai envie d'y croire et je me dis qu'en tout cas, ça peut plaire. Et sinon, continuer d'accompagner de plus en plus de professionnels du bien-être pour qu'ils puissent vraiment vivre de leur passion. Penser des business models qui puissent faire vivre leur famille aussi, tout en pouvant avoir une retraite qui leur permette de rester en Suisse, parce que ça, c'est aussi la problématique. Hein. On travaille en Suisse toute notre vie et parfois, à la retraite, on doit partir parce qu'on n'a plus les moyens de rester. Et c'est triste parce que quand on a toute notre famille, tous nos amis sur un territoire, tout quitter, on se pose la question. Et moi, la première, je suis franco-suisse espagnole. J'ai de la famille en France, j'ai de la famille en Espagne, j'ai de la famille en Suisse. Mais en réalité, j'ai quand même construit tout mon cocon en Suisse. Est-ce qu'à la retraite, j'ai envie de quitter tout ça? Je ne sais pas. Oui. Mais j'ai envie de m'offrir la possibilité de pouvoir rester en Suisse.
si j'en ai envie. Mhm. Donc, Bien. voilà. Et où est-ce qu'on pourrait te joindre sur tes réseaux Est-ce que tu accompagnes toujours? Parce que la dernière fois, je crois que j'avais vu passer une vidéo où tu disais que tu n'avais plus trop le temps de... Enfin... Alors pour Digitelia, ok. je n'accompagne plus de nouveaux clients. Mhm. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas faire votre marketing digital pour vous. Digitelia Academy, il y a accès à mes formations. Donc voilà, ça elle se trouve en ligne, facile d'accès. Et enfin, d'Otelia, là je fais vraiment de l'accompagnement pour les professionnels du bien-être en reconversion. Et je vais vous former à ce que vous fassiez. Donc pareil, je ne vais pas faire votre marketing digital pour vous, mais par contre, je vais vous donner tous les outils pour le faire et construire avec vous une roadmap faisable qui vous permet de développer votre projet professionnel. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. C'était Merci très à sympa, toi. j'ai appris des tas de choses. Je comprends pas tout, mais super intéressant. Merci. Et encore mille merci à toi, Awa, et puis bravo pour ce merveilleux projet de podcast. Avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode. Je te donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Et puis d'ici là, prends soin de toi et puis à tout bientôt.